Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Bienvenue dans la ville du quart d'heure. On découvre ce concept et ce qu'il suppose d'innovation, de réaménagement avec Carlos Moreno. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Professeur des universités, expert ville et territoire de demain, un pionnier de la ville intelligente. Et vous publiez Droit de cité de la ville monde à la ville du quart d'heure. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et Arnaud Ngacha. Bonjour Arnaud. Bonjour. France Télévisions, et on se connaît des années France Télé, mais aussi adjoint en charge de l'international et de la francophonie à la mairie de Paris. Paris qui veut justement devenir la ville du quart d'heure. Ça fait partie des ambitions et des objectifs affichés par la maire de Paris. Carlos Moreno, c'est quoi ? C'est quoi la caractéristique de cette ville de demain ? Moi, il y a deux mots qui me viennent en tête assez vite. C'est proximité, on comprend ça avec la ville du quart d'heure, et puis l'humain aussi, l'humanité. Ce sont deux éléments qui sont effectivement au cœur. Mettre l'humain au centre de nos préoccupations, c'est la proximité pour redécouvrir énormément de ressources que nous avons près de chez nous et qui sont mal utilisées. C'est diminuer les mobilités pendulaires, donc 1 heure, 1 heure et demie souvent aller, autant retour. C'est également donner la possibilité de retrouver de la solidarité dans les courtes distances. Et c'est lutter pour le climat avec moins d'émissions CO2 et à une époque des pandémies planétaires, eh bien, ce concept fait florès dans le monde entier parce qu'il montre que nous pouvons vivre avec de la distance physique, comme on dit, mais tout en gardant du lien social. Regardez à l'endroit où nous sommes ici dans un ancien parking. Oui, c'est vrai. Qui a été reconverti en studio télé. Ça s'appelle la Chronotopie, un lieu plusieurs usages, et chaque usage de nouveau possible. C'est ça, la ville du quart d'heure. On l'expérimente parce que vous y habitez. Oui, et c'est vrai qu'il n'y a plus de voitures, mais on fait de la télé dans un ancien parking et qui pourra redevenir un ancien parking. On ne sait jamais dans les prochaines années. Mais cette histoire d'un lieu, plusieurs usages, c'est même dans une chronologie plus courte, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on peut avoir une entreprise qui va... On peut imaginer une entreprise qui va, le soir, passer 20 heures, laisser son parking ouvert pour d'autres usagers que ses salariés. Tout à fait. Et c'est une utilisation beaucoup plus intense des centaines de milliers de mètres carrés que nous avons toujours dans nos villes. Et donc, pourquoi j'irais faire 1 heure de transport jusqu'à un lieu quand, tout simplement, en reconfigurant en fonction de la journée ou de week-end les infrastructures dont je dispose, je peux mieux les utiliser. C'est aussi les rythmes de vie. On appelle ça le chrono-urbanisme, c'est-à-dire pouvoir offrir un rythme de vie qui soit différent. Pourquoi tout le monde doit partir à la même heure, dans la même plage horaire, pour utiliser soit les métros, soit des voitures individuelles, ce qui était encore pire. Mais il y a aussi un autre aspect qui est la place de l'humain, comment lui assurer un confort, mais également cet amour des lieux. Ça s'appelle la topophilie. C'est-à-dire qu'on soit plus à l'aise à l'endroit où on vit. On se réapproprie l'endroit où on vit. Beaucoup plus d'attachement. Ouais. Et donc, ça lutte contre l'anonymat, ça lutte contre la solitude, contre les angoisses. Beaucoup de voisins qui ne se connaissent même pas, et dans beaucoup des lieux. Et donc, on a découvert aujourd'hui, avec la pandémie, que cette proximité existe. Regardez un café. À 17h dans un café, on peut les transformer en un cours de langue. On a des associations qui, donc, de 17h à 19h, le café, c'est un lieu dans lequel on fait un cours, ça s'appelle l'association polyglotte. Et dans le café, on ne vient pas boire un coup. Dans cette tranche horaire, on vient donc apprendre la langue. Une discothèque, jeudi, vendredi et samedi, dès 10h du matin, de 10h du soir à 3h du matin. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps ? Dans l'après-midi, on peut le transformer en salle de sport avec de la Zumba. Tout est en place. Oui. Il faut juste un coach. Oui, ok. Bon, les décors de discothèque de jour, ils sont souvent un peu moches, mais bon, il faudra peut-être un peu les transformer. On le fait. Mais ça, c'est autre chose. Arnaud Ngacha, Paris, je le disais en titre, est sur le chemin de cette transformation en ville du quart d'heure. Vous en êtes où ? Est-ce que ce chemin, il est encore long ? Parce que ça suppose quand même des aménagements, un certain nombre de transformations. Non, le chemin n'est plus long. Vous l'avez dit, la maire de Paris a repris ce concept qui est né de l'imagination de Carlos Moreno et elle l'a popularisé en faisant un thème de campagne. Donc c'est comme cela que ce concept aujourd'hui existe à Paris. Lors du dernier Conseil de Paris a été voté en Conseil de Paris le démarrage, on va dire, du concept de la ville du quart d'heure, qui va commencer notamment dans
les différents arrondissements de la capitale, comment, notamment par le fait d'ouvrir un certain nombre d'écoles, d'espaces dans les écoles, de faire vivre ces espaces dans les écoles, et puis tout autour, de voir comment les espaces dans les différents arrondissements sont réaménagés, comme l'a dit Carlos. Mais ça veut dire que ce n'est pas forcément des réaménagements, des travaux lourds qui sont nécessaires pour aller vers la ville du Quart d'Heure ? Absolument pas. Carlos l'a dit, l'idée, c'est surtout d'utiliser différemment l'espace public. Et non pas de construire des nouveaux espaces. C'est une transformation totale. Anne Hidalgo change la manière dont on se déplace dans la ville, change aussi la manière dont la ville est aménagée et dont on utilise les différents équipements. Et la ville du Quart d'Heure répond à ça. Il y a une transformation profonde des habitants dans les arrondissements, la façon dont ils vivent dans leur arrondissement, ils se déplacent aussi dans la capitale et à l'intérieur de l'arrondissement dans lequel ils vivent. La crise Covid, vous avez commencé à en parler, mais ça rend cette mutation d'autant plus urgente pour vous, Carlos Moreno ? Elle est devenue urgente, surtout pour les maires qui sont à la tête de villes, même des grandes villes, et qui s'est posé la question de comment faire face, d'un côté, à l'urgence climatique, 5 ans après les accords de Paris, et maintenant à une situation dans laquelle on ne peut plus se déplacer de la même manière, on ne peut pas aller travailler comme on travaillait avant. Et donc, les maires du monde, je prends le réseau mondial des villes pour le climat, les C40. Et ben, les C40 a créé une task force pendant la pandémie pour trouver des solutions. Ils sont adoptés la ville du Quart d'Heure comme un élément clé de leur stratégie de sortie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 90 villes du monde sur les 5 continents qui vont dans l'essence de cette implémentation pour vivre autrement. Ouais. La voiture, est-ce qu'elle a encore sa place dans la ville du Quart d'Heure ? Je vais même être plus précis. La voiture à l'ancienne. La voiture carbonée. Voilà. Oui, la voiture thermique, il est évident que c'est quelque chose qui a rendu service à un certain moment de l'histoire de la modernité, mais il n'a plus sa place, notamment dans les villes à haute densité. Donc, ce n'est pas une question qu'on soit pour ou contre les voitures, c'est juste une question de santé publique, de qualité de vie et d'organisation de la vie urbaine. Et donc, les voitures diesel, aujourd'hui, les particules fines tuent 40 000 personnes par an. Et donc, aujourd'hui, il faut tourner la page. Et la ville des Quart d'Heure offre cette notion de rendre la ville vivable. J'entends et je suis sensible à cet argument, mais ça pose un autre défi, qui est le défi de l'électrification des villes. C'est-à-dire que voitures électriques, trottinettes électriques, vélos électriques, etc., il va falloir supporter la charge. C'est un défi pour EDF, pour RTE, c'est un défi pour les villes aussi, Carlos Moreno. Bien sûr. Et en fait, la vraie réponse, elle n'est pas sur comment on assure plus de mobilité, mais plutôt comment on développe une ville avec la de mobilité, c'est-à-dire s'interroger pourquoi on se déplace. Il faut quitter la mobilité subie pour aller vers la mobilité choisie. Il faut arrêter avec l'obligation de me déplacer parce que je ne peux pas faire autrement. Et cette pandémie nous a montré que l'obstacle principal qui m'avait été soulevé conceptuellement il y a 5 ans, quand j'ai posé ces concepts-là, on m'avait dit c'est le travail. Tu es un utopiste, Carlos, parce que personne ne pourra travailler près de chez soi. La pandémie aujourd'hui oblige à trop travailler, trop près de chez soi. Et c'est même dans son lit. Et ce n'est pas du tout bon. Donc maintenant, nous allons vers de nouvelles organisations du travail. J'ai préconise ce qu'on appelle le corpo working, les travails distribués. Mais vous répondez, puis après je poserai la même question à Arnaud Ngacha, vous ne répondez pas tout à fait à la question de l'électrification. J'ai bien compris que si on a moins besoin de se déplacer, on va moins solliciter le réseau électrique. Mais quand même, il faut aussi inventer des bâtiments qui produisent leur propre énergie. Ça fait partie des défis de la ville du Quart d'Heure. Vous avez tout à fait raison, c'était la deuxième partie de ma réponse. La première, elle est plutôt radicale. On doit aller vers la démobilité. J'ai écrit un certain nombre d'articles là-dessus et aujourd'hui, on est un courant installé dans l'opinion mondiale, la démobilité comme la voie de sortie. Et ensuite, il faut appliquer à l'énergie la même conceptualisation que nous appliquons à la ville du Quart d'Heure. C'est-à-dire, c'est un Big Bang de la proximité. C'est la décentralisation massive.
Par rapport à l'énergie, c'est la même démarche. On doit aller vers des modes de distribution électrique très décentralisés. Ouais. Vous avez des technologies comme le blockchain qui permettent de créer des micro-contrats avec des microservices. Ouais. On doit gérer aujourd'hui des bouquets de services électriques des natures différentes, donc ce qu'on appelle l'intégration du mix énergétique. Et donc aujourd'hui, nous sommes en capacité finalement de produire des nouveaux matériaux qui consomment beaucoup moins, avoir des modes de vie également qui soient dans la frugalité et éviter cette idée que dans la ville, les ressources sont illimitées, y compris électriques, parce que ce n'est point le cas. Arnaud Edgacha, est-ce que là, on n'est pas obligé d'anticiper, d'imaginer, de prévoir quand même des travaux assez lourds pour que les immeubles d'une grande ville puissent être en capacité de participer à ce mix énergétique? Des travaux assez lourds, je ne pense pas, Carlos l'a très bien dit, c'est surtout un changement aussi de la façon dont c'était organisé auparavant. Oui, mais un immeuble, il ne va pas, comme ça, d'un claquement de doigts, se mettre à produire de l'électricité, à produire son énergie. Non, bien sûr, il y a une adaptation, une adaptabilité, on va dire, qui doit se faire. Je tiens d'ailleurs à signaler, parce qu'on disait tout à l'heure, pour montrer l'importance quand même que ce concept David du quart d'heure a pour Anne Hidalgo, c'est que deux de ses adjoints en ont la charge, en dehors de l'aspect international dont nous parlons. Il y a Karine Roland, qui est une adjointe en charge de David du quart d'heure, et aussi Patrick Bloch, qui est aussi tous les deux qui travaillent, et ça irrigue toutes les directions, on va dire, de la ville de Paris. Et c'est important de le dire, parce que c'est vraiment un concept aujourd'hui qui par le biais du travail de ces deux adjoints, irrigue l'ensemble du travail que font les autres adjoints, dont moi à l'international. Et pour revenir à votre question, oui, il y aura une adaptation, mais je tiens à dire que c'est un travail qui se fait aussi avec les grands patrons, parce que là nous avons fêté les 5 ans des accords de Paris, en tout cas nous avons fait une manifestation dans le cadre des 5 ans des accords de Paris. Il y avait Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, qui était là pour parler justement des enjeux liés au changement climatique, à l'adaptation de son groupe au changement climatique. Donc on voit bien que les grands patrons toutes ces entreprises énergétiques sont dans cette réflexion de changer aussi leur modèle, de l'adapter aux sociétés de demain et à la ville de demain. Vous disiez que la principale objection qu'on vous donnait, qu'on vous présentait, c'était le travail. Mais il y a aussi le prix de l'immobilier, c'est-à-dire que dans une grande ville, moi je trouve ça super, l'idée de pouvoir tout faire dans un quart d'heure de chez soi. Encore faut-il pouvoir travailler dans les grandes villes, vivre dans les grandes villes, se payer un appartement ou un loyer. Oui, effectivement. Le travail, ce n'est plus un obstacle. On le voit avec la pandémie et au niveau mondial. On est capable aujourd'hui de décentraliser le travail et de construire des alternatives à un travail distribué. On est d'accord, le prix de l'immobilier, c'est plus compliqué. Foncier. Donc, ça nous amène effectivement à des réflexions extrêmement intéressantes qui sont en cours. J'avais une grosse réunion hier et tout à l'heure avec toute une équipe de 15 personnalités européennes pour travailler exactement sur ce sujet-là. Je vais vous donner plusieurs pistes. Rapidement, parce que le temps nous est compté, mais on entendra parler dans les mois qui viennent de ces pistes que je vais évoquer. Et la première, c'est le fait qu'il faut changer l'approche de la manière comme le mètre carré est géré au niveau des villes. C'est-à-dire qu'on aura une tendance nouvelle dans les villes pour qu'il y ait les foncières des villes qui se créent et qui se développent et qui puissent prendre des mètres carrés qui, appartenant à la ville, joueront un rôle des régulateurs par rapport au prix. Donc inciter les grandes municipalités, les municipalités à acheter, à préempter des mètres carrés. Oui, ou à utiliser leur filiale. Ou à utiliser ce qu'ils existent Je déjà. prends le cas de la ville de Paris, mais je peux prendre le cas de la ville de Nantes, de la ville de Mulhouse, qui travaille avec nous en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres lieux. Il existe déjà des filiales donc des villes, notamment qui gèrent des parcs résidentiels ou tertiaires, HLM ou autres, qui sont donc en fait des bailleurs qu'on appelle, ou des bailleurs sociaux, des bailleurs du secteur régulé. Mais on en a aussi qui gèrent donc des mètres carrés pour le commerce. Donc nous incitons les villes à se constituer donc en foncières qui peuvent prendre des mètres carrés et jouer un rôle de régulation parce qu'elles peuvent les soustraire du marché immobilier spéculatif et avoir donc la possibilité d'irriguer en incitant
le commerce, le mix fonctionnel, le mix d'usage et le mix d'ailleurs ce qui est Ok, donc premier exemple, Arnaud Higelcha, vous êtes sur ce chemin déjà, puis après vous continuerez à développer. Je me réjouis parce que c'était un des grands thèmes de la campagne d'Anne Hidalgo qui va créer une foncière, elle l'a dit, parce que la question du logement, vous avez tout à fait raison, une question centrale à cette pression qui est mise notamment sur les classes moyennes avec le coût du logement. On peut reconnaître à Anne Hidalgo depuis toujours, notamment par sa politique de logement social intermédiaire, de pouvoir permettre à ce que les classes moyennes puissent rester dans Paris. Ça se poursuit. Elle l'a annoncé pendant sa campagne électorale qu'elle va créer cette foncière avec des grands opérateurs privés pour pouvoir justement préempter. Et puis, je note aussi ce travail que fait Yann Brossa de transformation d'un certain nombre de, par exemple, de bureaux qui sont aujourd'hui rachetés par les organismes de la liste de Paris et transformés en appartements, en logements sociaux, en logements intermédiaires. Donc, il y a ce travail qui est fait par la ville pour pouvoir maintenir à Paris tout un écosystème, toutes les classes sociales ce qui est dans un la sacré capitale. défi parce que Ce qui est un défi. ces dernières décennies, ça a plutôt été un trajet inverse, c'est-à-dire des Parisiens qui devaient quitter la capitale parce qu'ils pouvaient plus Non mais payer Thomas, c'est un loyer. défi, c'est un défi auquel sont confrontées toutes les grandes sûr. métropoles à travers le monde, mais il faut quand même noter qu'à Paris, quand on voyage à Londres ou qu'on va à New York, on se rend compte quand même qu'à Paris restent des classes moyennes et reste ça reste une des villes les plus chères au monde quand même. C'est une des villes les plus chères au monde, mais je suis un élu du 9e arrondissement. Je peux vous dire que dans le 9e arrondissement, il y a encore énormément de classes moyennes qui y vivent. 3 minutes 30, d'autres exemples, parce que vous aviez plusieurs exemples sur le foncier. Il y a un deuxième niveau de réflexion et de disruption de la manière comme on habite dans les villes. Aujourd'hui, les logements sont liés à un mètre carré qu'on va payer pour le prix du mètre carré et pour ce qu'on appelle les charges. Les charges sont des services indoor. Le chauffage, l'électricité ou la verticalité, l'ascenseur, l'interphone, les servitudes. Nous pensons, dans mon groupe de recherche, qu'avec la ville des quarts d'heure, on va découvrir la proximité. Donc, on va découvrir énormément des services qui sont pas tout à fait bien utilisés. Il y a toujours de la place dans les restos, il y a toujours des manicures, il y a toujours des coiffeurs. Il y a ce qu'on appelle les ressources cachées de la ville, qui existent déjà. Donc, avec un coût marginal proche des zéros, on peut augmenter les taux de fréquentation. Et donc, nous pensons qu'il y aura une nouvelle disruption dans le monde du logement par rapport au mètre carré, que nous appelons donc l'habitat comme un service. Vous connaissez donc la mobilité comme un service, MaaS, vous connaissez les softwares comme un service, les SaaS. Nous pensons qu'il y aura de nouveaux modèles d'usage qui vont entraîner de nouveaux modèles économiques et dans lesquels le logement deviendra un service. C'est-à-dire que le mètre carré, on va le dissocier de la propriété du sol, c'est-à-dire qu'on peut avoir les villes propriétaires du sol et par-dessus deux modèles économiques de l'usage du sol, donc une dissociation qui, elle, déjà, va casser les prix. Et c'est un peu l'objectif de la foncière comme Paris ou comme celle de Barcelone, qui sont en cours d'être mises en place. Donc, en séparant la propriété du sol de l'usage, ce qui se fait à Vienne. Mais une fois qu'on a séparé ça, ça veut dire qu'on peut intégrer dans les mètres carrés par rapport à la location des services qu'on peut avoir autour. Donc ça rentrera dans le prix de la location. Bien sûr. D'accord. Et ces services pourront être accessibles moyennant, donc comme une charge, comme si c'était variable lié au chauffage ou à l'électricité, mais lié à l'usage des services de proximité qui vont être en mode remplissage, donc à un coût marginal proche de zéro, puisque qu'un restaurateur ait 30 tables et 10 utilisées, il peut en avoir 5 ou 6 ou 10 de plus, à coût marginal zéro, ça sera de toute manière meilleur pour lui que si elle est vide. Et pour l'utilisateur, il aura accès à ces services-là. Donc le logement comme service, ça sera une rupture qui est étroitement liée à la découverte de la proximité des ressources cachées. Et la technologie, le numérique, c'est un allié essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on va faire du trading. C'est-à-dire qu'on pourra en temps réel mesurer les taux d'utilisation, les taux de fréquentation, et à ce moment-là, on pourra avoir des plats disponibles pour les gens en fonction de ces pics d'utilisation, comme des services comme Groupon, comme La Fourchette, mais appliqués à des services qui seront liés, cette fois-ci, au logement par rapport donc, aux gens qui habitent. Et donc, l'alliance de la technologie, du trading numérique à haute fréquence, de l'analyse de la fréquentation, avec de nouveaux modèles de services liés au logement dans lesquels on a un abonnement dans son logement qui vous donne accès aux services. Vous avez déjà des loyers dans lesquels est inclus les prix de l'Internet.
il coûte 1 euro. Ouais. Et ben, ça sert à la même chose demain, mais dans lesquels on hybride l'usage de l'Internet avec l'usage des choses de la vie quotidienne, comme un restaurant, un coiffeur, une manicure. Et pour des personnes à bas ressources, c'est avoir de la dignité sociale, de l'inclusion sociale. Et j'appelle ça loger quelque part, habiter dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils logent quelque part, mais ils n'habitent pas dans la ville, parce qu'une fois qu'ils ont payé leur loyer, eh ben, ils sont à sec. Et ils n'ont plus les moyens de faire quoi que ce soit. Merci beaucoup, merci à tous les Merci à deux vous. d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant et je renvoie à votre livre, Carlos Moreno, Droit de cité de la ville-monde à la ville du quart d'heure. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. À bientôt sur Bismart, Merci. j'espère. Allez, tout de suite, notre chronique beaucoup. consacrée aux nouvelles mobilités, c'est Smart Move.